Bonjour Anne-Flore, merci d'avoir accepté cet entretien avec moncapitaine.com. On a fait Saint-Cyr en même temps et ça me fait plaisir de te retrouver dans cette situation où tu as quitté l'armée juste après Saint-Cyr et tu as fait complètement autre chose. Et c'est dans ce cadre que je t'ai contacté pour une interview que tu as eu la gentillesse d'accepter. Je vais te laisser te présenter et surtout présenter ton parcours. Alors le parcours militaire, je viens d'en parler, mais ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de présenter le parcours civil que tu as effectué après avoir quitté l'armée. À toi la parole. Bonjour Rodolphe, donc d'abord merci à toi pour cette invitation. C'est pareil, très sympathique de se retrouver comme ça après quelques années pour évoquer nos parcours respectifs. Donc effectivement, après Saint-Cyr, donc on était promotion générale de Galbert, juste pour rappeler, le parcours que j'ai eu dans le civil est un parcours qui est un petit peu caractérisé par le fait que je m'ennuie très rapidement et très souvent. Donc j'ai fait plusieurs choses, donc c'est un petit peu compliqué, donc je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer parce que je pense que c'est important pour expliquer où je suis aujourd'hui. Donc en fait moi en quittant Saint-Cyr, j'ai repris mes études. Donc à Saint-Cyr, j'avais fait la filière scientifique et par contre j'étais certaine que je voulais pas être ingénieure dans le monde civil. Donc du coup j'ai repris mes études directement après Saint-Cyr pour faire ce qu'on appelle un master spécialisé à l'ESSEC, qui était un master spécialisé en stratégie des affaires internationales. Donc suite à ce master, qui m'a également d'ailleurs donné un MBA aux États-Unis que j'ai fait en même temps, j'ai été travailler donc dans le civil directement avec un grand écart qui est, je pense, le grand écart le plus gros possible qu'on puisse faire après Saint-Cyr, puisque je me suis retrouvée chef de produit marketing chez Guerlain dans le luxe. Voilà, donc vraiment rien à voir. Et c'est là en fait que j'ai commencé à m'ennuyer. Donc j'adorais ce que je faisais. J'étais dans ce qu'on appelle le travel retail, c'est-à-dire tout ce qui est vente duty free. Ce qui a un avantage qui est qu'on voit tous les aspects à la fois stratégiques et opérationnels dans l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment super. Mais par contre, il me manquait un peu la théorie et la réflexion derrière ce que je faisais. Donc je suis retournée à l'ESSEC, là où j'avais fait mon master, et je suis allée dire que je m'ennuyais, et on m'a dit c'est simple, il faut faire un doctorat. Du coup j'ai dit ok, faisons un doctorat. Donc c'était un doctorat, alors plus exactement j'ai fait les deux, moi j'ai fait un PhD, donc c'est la version américaine du doctorat. Puis on m'a expliqué que si je faisais une centaine de pages en français en plus, j'aurais un doctorat français, donc j'ai dit faisons les 100 pages de plus, c'est toujours bon à prendre. Donc du coup j'ai fait le double PhD doctorat, où je me suis spécialisée sur le comportement du consommateur et tout ce qui est lié à la contrefaçon. Donc les réseaux de contrebande et de blanchiment d'argent qui m'ont amenée à travailler avec l'INPI, donc l'institut où on enregistre les marques et les brevets en France. Donc j'étais déléguée de l'INPI pendant ma thèse. J'étais déléguée de l'INPI auprès de l'ONU et de son homologue au Maroc. Donc du coup j'ai pas mal d'exposition assez rapidement. Sauf qu'en doctorat, j'ai commencé à m'ennuyer aussi. Donc, j'en ai parlé encore une fois à l'ESSEC. Donc là, ils ont commencé par me confier des classes. Donc, j'ai pu enseigner assez tôt, alors que je faisais mon doctorat, ce qui est assez atypique en général. On enseigne en dernière année de doctorat. Moi, dès la première année, on m'a confié des cours. Des cours à l'ESSEC en grande école. Donc, c'était pas des petits cours, c'était des vrais cours. Et puis, j'ai eu la chance en même temps d'être abordée par une entreprise qui, par rapport à mon expertise très précise, m'a demandé si je pouvais effectuer une mission de conseil. Alors, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, donc j'ai dit oui. J'ai fait, donc c'était les cafés ILI. J'ai fait ma mission de conseil. Puis à un moment, on m'a demandé, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse une facture pour me faire payer. Ce à quoi j'avais pas du tout réfléchi au départ. Donc là, j'ai créé ma structure. Donc au départ, je me suis mis auto-entrepreneur, ce qui était une très mauvaise idée d'ailleurs, pour en reparler. Mais en fonction de ce qu'on veut faire, quand on se reconvertit, souvent on se met auto-entrepreneur parce que c'est simple, mais c'est pas forcément la bonne structure d'un point de vue juridique. Donc j'ai fait ça. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut faire quand on crée son entreprise en France. Et ça m'a permis d'avoir en fait j'étais encore doctorante encore une fois, mais ça m'a permis d'avoir une approche à la fois terrain de l'entreprise et une approche un peu plus théorique liée à mon doctorat. Donc à la fin du doctorat, j'ai justement fait le choix de ne pas être professeur permanent, chercheur
dans une université, mais de garder ce double aspect consulting très pratique avec des boîtes au niveau stratégique. J'interagis la plupart du temps avec des directions générales. La recherche académique, c'est-à-dire étudier et chercher des trucs que personne ne liront à part les chercheurs et les étudiants en doctorat, mais qui, moi, intellectuellement, me nourrissent. Et puis l'enseignement, qui est une partie que je considère très importante dans mon travail, parce que c'est la transmission du savoir, mais c'est aussi le retour du savoir. C'est-à-dire que les étudiants, aujourd'hui, j'enseigne à des gens qui parfois sont plus vieux que moi. Donc, ils ont aussi énormément à m'apporter, donc c'est très gratifiant. Voilà. Et en 2015, en fait, l'ESSEC m'a demandé si je pouvais, ils m'ont contacté pour que je prenne la direction académique de plusieurs programmes, un peu dans une situation d'urgence, presque de crise pour certains. J'ai dit oui, parce que comme je m'ennuie toujours, je me suis dit ça fera un truc de plus. Mais j'ai dit oui à mes conditions, c'est-à-dire que je ne voulais pas arrêter le reste. Voilà. Donc aujourd'hui, pour résumer la situation, là où je suis aujourd'hui, j'ai ma société de conseil, ma structure, mon entreprise. Et parmi mes clients, j'ai l'ESSEC, j'ai d'autres écoles de commerce, des universités, j'enseigne aussi en Italie par exemple, ou en Chine. Donc ce sont des clients comme les autres de mon entreprise. Voilà, donc j'ai tous les volets. J'ai le volet management, puisque à l'ESSEC, je manage des équipes qui sont réparties sur tous les campus de l'ESSEC, donc des équipes internationales qui sont physiquement et géographiquement pas forcément à côté de moi. J'ai la partie enseignement, j'ai la partie recherche et j'ai la partie conseil. Voilà à peu près le parcours. Désolée, c'est un petit peu long, mais il est compliqué, donc du coup, je préfère prendre le temps. Alors là, est-ce que tu t'ennuies? Oui. Oui. J'ai un rendez-vous prévu. Oui, parce qu'en fait, je suis comme ça. J'ai besoin d'avoir des nouveaux défis, d'avoir des nouvelles choses sur la table. Et dès que je suis dans la routine, je trouve ça un peu moins stimulant. Alors après, la partie consulting n'est pas du tout ennuyeuse parce que j'ai toujours des clients différents, j'ai toujours des missions différentes, des interlocuteurs différents, des belles rencontres. Mais voilà, donc du coup, oui, effectivement, donc comme je m'ennuie, je m'implique dans d'autres choses. Donc je suis impliquée au niveau du pôle vie de la Sainte-Cyrielle, par exemple, sur les reconversions. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément dit, mais donc je fais effectuer des bilans au personnel qui souhaitent se reconvertir. Je suis impliquée dans d'autres associations humanitaires. J'essaie d'occuper mon temps différemment pour avoir des nouvelles choses sur la table tout le temps. Voilà. Régulièrement. Ok. Régulièrement. Super. Eh ben écoute, on refera une interview dans 6 mois pour voir si tu t'ennuies à nouveau et ce que tu as réussi à faire sortir du chapeau en 6 mois. Ça marche. Écoute, toi, t'as quitté l'armée juste après Saint-Cyr, c'est-à-dire que t'as fait très peu de temps dans l'armée, c'est bien ça? Oui, très tôt. Oui, moi j'ai quitté pendant l'école d'application en fait. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as appris à Saint-Cyr qui t'a le plus servi dans le civil? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il y a, ça va peut-être faire sourire les militaires parce que c'est pas en général ce que eux ils ont la perception en interne, mais je pense quand même que c'est l'organisation et la capacité à organiser les choses, en tout cas de manière, je dirais, le multitâche, être capable de faire plusieurs choses à la fois, et surtout parmi toutes ces tâches, la prise de décision. C'est-à-dire que je pense que, en tout cas à Saint-Cyr, on nous met en situation où on doit prendre des décisions. Et ça fait gagner énormément de temps dans le monde civil par rapport à la réunionnite qui peut exister et au palabre qui dure et où personne ne décide. Moi, je suis quelqu'un qui décide assez rapidement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris à l'armée. Et il y a, je dirais, un deuxième enseignement qui est pour moi fondamental, c'est que l'institution militaire, au niveau je dirais des enseignements, en tout cas pour les officiers, c'est peut-être la seule éducation qui te met en situation de base. C'est-à-dire qu'avant de t'apprendre ton métier d'officier, on t'apprend ton métier de GV. Donc, on te met en situation de comprendre vraiment la base de ce qui est fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans le monde de l'entreprise, qui malheureusement n'est pas du tout vrai, qui ne s'avère pas vrai, qui ne s'avère pas réel
une réalité pour beaucoup. C'est-à-dire qu'on a on a des gens qui vont être dans des fonctions de direction, de management, qui ont reçu une très belle éducation, hein, mais dans des écoles où ils sont complètement déconnectés du terrain. Et le fait d'être connecté au terrain permet d'avoir aussi un certain degré d'humilité. Et je pense que c'est très important parce que c'est quelque chose qui, moi, dans le monde civil, m'a permis, en tout cas, m'a sauvé dans beaucoup de situations. C'est-à-dire le fait d'arriver à comprendre la base, hein, si je peux m'exprimer comme ça, d'être capable d'écouter le terrain et donc du coup de manière assez agile d'adapter ce que tu peux faire et les décisions que tu peux prendre toi en tant que manager. Je pense que ça vraiment je pense qu'il n'y a que à l'armée que ces deux sujets-là on les aborde vraiment complètement. Oui, c'est vrai. Il y a quelques entreprises qui le font un petit peu. Il y a Michelin, mon frère bosse chez Michelin et ils font des stages des stages ouvriers pour les cadres qui, voilà. Mais c'est vrai que tu vois, c'est pas exactement pareil parce que, enfin, il y a le stage et puis il y a le fait de te mettre psychologiquement. Enfin, nous, c'est pas un stage hein, qu'on nous fait faire quand on nous faisait dormir. Enfin, moi, j'ai des souvenirs. Hein, quand on nous faisait attendre dans un trou de combat une nuit complète, un ennemi qui n'arriverait jamais. Tout ça après maths sup, maths spé, 2 ans de classe prépa. Ben, enfin, je veux dire, au-delà du fait que tu comprends le métier, tu le subis aussi. Et je pense que oui, tu te retrouves dans des situations difficiles pour toi, à la fois psychologiquement et physiquement. Et donc, du coup, tu arrives à te remettre en cause. Ce qui n'est pas forcément le cas, même des étudiants que j'ai moi à l'ESSEC, en fait, ils se remettent très, très peu en cause. Et en école d'ingénieur, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que ils avancent, et jamais ils se retrouvent en situation vraiment de difficulté face à eux-mêmes, quoi. Voilà. Et ça, je pense que vraiment, à l'armée, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, je pense, mais qui est vraiment un enseignement assez fort pour moi, en tout cas. Qu'est-ce qui, pour toi, est la meilleure qualité ou la qualité la plus importante pour un manager? Je dirais l'empathie, mais l'empathie dans le bon sens, c'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de formule pour manager, et je pense que le management, il doit être adapté aux personnes que tu manages. C'est-à-dire que la première chose que tu dois comprendre pour être un bon manager, à mon sens, c'est de comprendre la psychologie de la personne que tu as en face de toi. Donc, il y a des mots techniques hein, pour décrire ça, l'intelligence émotionnelle. Alors moi, dans mon cas, j'ai des équipes internationales, donc c'est aussi l'intelligence culturelle, parce que quand tu passes d'un Marocain à une Singapourienne, en l'occurrence, c'est pas exactement la même façon de travailler. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire connaître les personnes et être capable de se mettre à leur place, et après arriver à les gérer, à leur donner des tâches, à les valoriser. C'est très important. Mais pour arriver à valoriser quelqu'un et à le mettre en situation d'autonomie et presque de leadership lui-même, moi je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au leadership, au leadership, à mettre les gens en responsabilité. Mais pour pouvoir faire ça de manière intelligente, il faut d'abord avoir une certaine empathie vis-à-vis de ces personnes-là. Si tu essaies pas de les comprendre, de les connaître et de voir comment ils fonctionnent, il n'y a aucune chance que tu arrives à les valoriser et à développer des relations saines sur le long terme, je pense. Ok, donc qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à un manager qui veut développer son leadership, son charisme? Alors, moi, je dirais plusieurs choses. Je pense que, au-delà de l'empathie que j'ai déjà citée, mais je pense que déjà, il y a l'exemplarité. Je pense que ne jamais demander à ses employés ou aux gens avec lesquels on interagit des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne souhaite pas faire soi-même. Je pense que c'est très important. L'exemplarité, on ne peut pas. Mais au-delà des employés, moi, je ne peux pas demander à mes étudiants d'arriver à l'heure en cours si moi-même j'arrive en retard. C'est la base. Donc ça, je pense que l'exemplarité, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'il y a une chose aussi très très importante si on veut développer son leadership, même si ça paraît, pas logique, c'est l'humilité. Je pense qu'être capable de se remettre soi-même en question systématiquement, c'est fondamental pour être un bon manager ou un bon leader. Sinon, on a le risque d'hubris qui vient assez rapidement. On a plein d'exemples dans le monde politique actuellement, tous les pays confondus, et qui perdent après l'adhésion en fait des gens
qui ont au départ voté pour eux, hein, enfin, je veux dire, encore une fois, dans plein de pays. Parce que je pense qu'il y a ce côté, on ne se remet plus en question, on n'essaie pas d'être humble vis-à-vis de ce qui peut se passer. Et je pense que ça, c'est très, très important. Moi, comment dire, le bon leader, il s'auto-déclare pas leader, en fait. Il est reconnu comme tel. Pareil, le bon manager. Hein. D'ailleurs, un bon manager ne dit pas « je suis un bon manager ». C'est les employés qui vont dire que c'est un bon manager. C'est les soldats qui vont dire si c'est un bon chef ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, ça ne s'auto-déclare pas. C'est quelque chose qui doit être reconnu et le travail sur soi, l'humilité, accepter la critique, accepter la compréhension des autres et travailler sur soi, c'est quelque chose de fondamental. Se remettre systématiquement en cause, oui, je pense. Le défaut à outrance de cette attitude de se remettre en question, c'est de ne pas être suffisamment sûr de soi et d'avoir une attitude qui est trop mouvante. C'est-à-dire que c'est le juste milieu entre la compréhension de l'autre et le fait d'être donc adaptable et le fait d'être complètement influençable et malléable. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on fait le gros truc tout mou, un peu de la fumée. Voilà, donc ouais, c'est avoir des règles d'exemplarité, comme tu as dit, qui sont bien structurées et qui sont acquises et claires pour tout le monde. Et ensuite, une capacité d'adaptation dans le cadre de ces règles-là. Voilà. C'est marrant, j'ai lu dernièrement un bouquin, je te recommande vivement, qui s'appelle 12 règles pour une vie, que tu connais peut-être. Génialissime, où le livre commence en disant en fait, en vrai, on n'aime pas les règles parce que c'est un peu une insulte à notre intelligence, mais s'il n'y a pas de règles, c'est le foutoir. Donc voilà 12 règles qui sont extraordinaires. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais ouais, super. Et alors, justement, pour pouvoir caractériser cette adaptation du manager qui est en véritable écoute vis-à-vis de ses collaborateurs, il faut une communication qui soit adaptée. Est-ce que tu as un conseil pour justement booster cette communication et faire en sorte que la communication soit la meilleure possible? Alors, c'est pas facile comme question. C'est pas facile. Je crois pas beaucoup dans le trop de familiarité avec les employés d'une manière générale. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi dans la communication, je pense que c'est important de garder quelque part aussi une certaine distance. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas tutoyer les gens, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire de ne pas s'intéresser à eux, encore une fois. Mais je pense qu'il est quand même important de garder, de savoir, enfin voilà, qui est le décideur, qui l'est pas, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc ça veut dire qu'en termes de communication, je pense qu'il est important que les gens aient systématiquement le sentiment qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent partager leurs idées, qu'ils peuvent faire un feedback. Mais ils doivent toujours garder en tête qui prend la décision. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème on écoute toujours la base, c'est le truc collaboratif où in fine, il se passe rien parce qu'on fait des comités Théodule et puis ou alors tu fais que des frustrés parce que les gens s'expriment, puis en fait finalement tu peux pas prendre leur décision, enfin, tu peux pas décider en fonction de ce qu'ils ont dit pour plein de raisons. Et donc du coup ils sont frustrés parce que tu décides autre chose qui n'est pas du tout ce qu'ils t'ont recommandé. Je pense qu'il est important que les gens aient le sentiment que tu es ouvert et que tu peux les écouter. Donc, avoir systématiquement sa porte ouverte, alors métaphoriquement, hein, c'est-à-dire que moi, je sais que les gens avec qui je travaille, ils ont tous mes numéros, ils savent qu'ils peuvent me joindre par SMS, par WhatsApp, par mail, par machin, etc. Et il ne se passe pas sincèrement peut-être plus de 34 heures avant que je réponde à un mail, sauf quand je suis en cours où je ne peux vraiment pas répondre aux mails. Mais sinon, en fait, ils ont une réponse tout de suite dès qu'ils me posent une question. C'est important pour eux de savoir qu'ils peuvent me poser des questions, qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réponses, que je vais leur répondre. Mais je pense qu'il est important qu'ils posent ces questions. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que ce soit moi qui décide la réponse, tu vois, qui va à la question. Et que il y a, voilà. Je sais que c'est la mode, hein, ce côté de on écoute tout le monde et puis on
on se met en rond, on fait la ronde et puis bon, c'est un peu les bisounours, quoi. En réalité, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que si tu commences à écouter les points de vue de 150 personnes, bah, tu te retrouves avec 150 avis divergents et donc forcément au moins 50% de frustrés. Voilà. Donc moi, je pense qu'il est important que les gens fassent remonter l'information. Il est important de leur parler. Et ensuite, il est important que tout le monde ait bien en tête de comment cette information va être traitée. Voilà. Et par qui. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un sujet, aujourd'hui en entreprise, un vrai sujet à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est que la communication aujourd'hui devient beaucoup plus en plus compliquée dans les entreprises parce que les gens ne savent pas se servir des mails, par exemple. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Moi, je les vois avec une nouvelle génération, les étudiants quand ils m'écrivent, ou parfois des gens, quand je reçois des gens qui veulent qui cherchent des emplois et qui m'envoient leur CV, etc., mais ils ne se rendent pas compte qu'ils envoient des mails comme ils parlent, et qu'un mail, ça reste un écrit, non, mais c'est vrai, et qu'on peut pas tutoyer les gens par mail quand on les connaît pas. Enfin, moi, j'ai des fois des gens qui m'écrivent « Salut Anne-Flore », et je sais pas qui c'est. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, je pense, dans la communication d'entreprise. Le savoir-être en communication. Voilà. Et je pense que ça c'est quelque chose d'important. Les mails, ça peut vraiment créer des situations de frustration et d'incompréhension mutuelle parce que on communique mal avec des idées derrière la tête que la personne qui lit ne voit pas forcément. Et donc, pour résumer, ce que j'ai derrière la tête quand je te dis tout ça, c'est à mon avis, la communication, elle est d'abord orale. Et je crois beaucoup au contact verbal, que ce soit comme on le fait là en ce moment à distance ou que ce soit en face à face. Je pense que c'est vraiment fondamental. Je suis pas persuadée que l'intelligence artificielle et tout ça nous permettra de résoudre. Le contact humain, pour moi, reste fondamental. Je te rejoins à 100%. Alors, tu me parles des différentes équipes que tu as, que tu manages, des gens que tu rencontres. Ça rejoint encore une fois cette problématique d'organisation personnelle qui m'est chère. Est-ce que tu as un conseil pour booster son organisation, un outil, quelque chose que tu utilises, un rituel que tu as mis en place pour pouvoir structurer les choses? Parce que tu parlais tout à l'heure d'email. Pour moi, le gros défaut des emails, il est certes dans la rédaction des emails et les échanges qu'on a par email, la structure des emails, la façon dont on les structure. Mais il est aussi dans la gestion des emails, comment on les reçoit et comment on les exploite. C'est-à-dire qu'un mail du directeur général et un mail du collaborateur de la mission Z, qui est en priorité ZZZZ', elle va être traitée avec la même importance parce qu'on va lire les mails dans l'ordre antichronologique. Et si le DG a écrit le plus tôt le matin et en bas de la liste, bah, on lira le mail du DG en dernier. Et on exploitera le mail du DG en dernier. Donc ça, c'est une grosse problématique. Est-ce que toi, moi je développe davantage sur mon blog et dans mes formations, mais toi, est-ce que tu as un conseil d'organisation personnelle ou quelque chose que tu utilises qui fonctionne bien? Alors, j'ai pas une méthode infaillible, etc. Après, j'ai des règles de fonctionnement personnel qui, en tout cas, avec moi, fonctionnent bien. Alors, d'abord, j'essaie, quand j'ai plusieurs tâches à effectuer, parlons des tâches avant de parler des mails en particulier, mais quand j'ai plusieurs tâches à effectuer, je commence toujours par les tâches que je déteste le plus. C'est-à-dire que je commence par ce qui me paraît le plus compliqué, le plus pénible, le plus horrible à faire, parce que je sais que si je fais le reste, je serai crevée après avoir fait le reste, et donc ça va me gonfler, excuse-moi, à la fin de la journée, et donc je dirais, je le fais demain. Sauf que c'est pas la solution, donc du coup je commence. Alors ça, c'était mes professeurs au lycée qui m'avaient dit de faire comme ça pour réviser le bac. Ils m'avaient dit, tu commences par réviser ce que tu aimes le moins. Et en l'occurrence, c'était la géographie, j'avais horreur de ça. Et les fleuves, les machins, j'avais horreur, c'était pas mon truc. Et donc, j'avais commencé par réviser ça. Et donc, in fine, j'avais beaucoup moins révisé, par exemple, la philo ou même les maths. Mais en fait, comme c'était des matières qui me plaisaient, en fait, j'ai maîtrisé 10 fois mieux.
Donc en fait, même si j'avais pas eu beaucoup de temps pour les réviser, en fait, je les maîtrisais, c'était pas la peine. Alors que sinon, j'aurais commencé par la philo, j'aurais commencé par faire que de la philo, je pense que j'aurais passé toutes mes révisions dessus parce que j'adorais ça. Et puis, je me suis fait de géographie à la fin. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que systématiquement, même aujourd'hui, hein, ce matin, j'ai passé du temps à faire un truc, vraiment, j'avais pas envie, mais bon, voilà, il fallait que je le fasse, donc je commence par ça. Ça, c'est voilà, sur les tâches, je pense que c'est ça. Je pense que la deuxième règle aussi que je me suis fixée, c'est de pas trop. Alors, il y a des pour expliquer, il y a pas mal de gens qui me demandent mais comment tu fais? Tu es tout le temps en train de voyager, tu as 3 métiers différents, t'as les SEC, je gère entre 300 et 400 étudiants en permanence, hein, donc c'est quand même des mini-écoles. Mais comment tu fais pour pas paniquer quand tu as tout ça à gérer? Comment tu fais pour tout faire, pour pas être fatigué, pour machin, etc. Et puis bon, je te rassure, mais je rassure aussi tes lecteurs. J'ai une vie à côté. Hein. Voilà, je vais au théâtre, je vais au cinéma, je suis mariée. Enfin voilà, j'ai une vie à côté. Et en fait, la réponse que je fais à chaque fois, c'est de pas se poser la question. Si on commence à se poser la question de comment on va faire les trucs et comment on va faire pour faire dans sa journée les 150 tâches qu'on a à faire, si déjà tu perds une demi-heure à poser cette question-là, d'abord forcément tu paniques parce que tu en as trop et donc tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Et puis deuxièmement, voilà, ça sert à rien entre guillemets. Donc moi je me pose pas la question de comment je vais y arriver, je m'y mets, je le fais. Déjà, je pense que ça c'est un peu caractéristique. Alors pour revenir sur les emails, qui était ta question, enfin ton point plus précis. Alors, moi, j'ai une façon de fonctionner qui est que je ne vais jamais aller me coucher sans avoir lu tous mes emails. Donc, je ne suis jamais en retard sur mes mails. Alors, ça a un inconvénient, hein, qui est que même en vacances, je regarde mes mails. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que j'y réponds. Ça veut pas dire que j'y réponds. Mais ça veut dire que j'ai une vision complète de ce qui s'est passé. Ça veut dire que le jour où je me mets devant mon PC ou le lendemain matin quand j'arrive à mon bureau, eh ben je sais quel mail il faut que je traite en premier. C'est-à-dire que ceux de mon N+1, voilà, je les connais. Donc je vais directement à ceux-là. Voilà, ça c'est un. Mais le fait de pas perdre pied par rapport aux mails, je pense que c'est important. Et moi, je te parle sur des volumes. En ce moment, je suis entre 300 et 400 mails aussi à peu près. Hein. C'est à peu près ça le volume quotidien de mails. C'est monstrueux. C'est vraiment. Alors, il y en a plein qui servent à rien. C'est des machins que tu effaces tout de suite. Mais c'est quand même. N'empêche qu'ils prennent quand même 10 secondes parce que tu les lis, tu les ouvres. Voilà, ça te prend quand même du temps. Donc ça, voilà, le côté de ne pas perdre pied par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que de trouver, et après chacun peut trouver le sien, mais de trouver le bon outil pour lire ses mails. La plupart des entreprises ont des interfaces de gestion de mail, mais c'est catastrophique, y compris Gmail, tu vois, Google, sans vouloir faire de mauvaises pubs à Google. C'est ergonomiquement, c'est très moche, c'est très, voilà, c'est. Donc moi j'ai trouvé un logiciel qui est pas très, c'est Outlook Express, hein, c'est pas un truc très original, mais j'ai 5 boîtes mail, et ben il me prend tout et surtout j'ai des règles. Donc en fait, il y a des gens, quand ils m'écrivent, ça va automatiquement dans des dossiers. Je sais que c'est pas important, ou en tout cas moins important que d'autres. Et après, j'ai ma priorité aussi par rapport à ce que je dois répondre. Typiquement, après 14 heures en France, ça sert à rien que j'ai des mails qui viennent d'Asie. Ils dorment. Donc, tu vois, ça sert à rien. Autant que je me concentre. Donc, en fait, moi, j'ai une règle. Tous les mails qui viennent de Singapour, de l'ESSEC Singapour en l'occurrence, paf, ils vont dans un dossier ESSEC Singapour. Et en fait, entre 14h et 20h, je les regarde pas. Ça sert à rien de toute façon. Que je réponde ou pas, les gens, ils dorment. Donc, je me les laisse. Le soir, je regarde ce qu'il y a. Et puis, comme ça, le lendemain matin, je réponds directement aux mails les plus importants. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que l'idée, c'est d'arriver à se dire comment est-ce que je dois prioriser. Comment est-ce que je peux arriver à trouver moi mais il n'y a pas de règle, tu vois, parce que moi, c'est parce que j'ai Singapour, mais quelqu'un qui travaille avec les États-Unis, c'est différent. Enfin, je pense qu'il faut trouver, en fait, sa façon pour optimiser son temps. Et peut-être, excuse-moi, le dernier point, je suis très très longue sur l'explication, mais dernier point, je pense, important, c'est de ne pas se laisser disperser. Quand on a beaucoup de travail sur la planche, tu as un rapport à rédiger, tu rédiges ton rapport et tu fermes tes boîtes mail. Parce que si tu commences à avoir tes mails là, ton WhatsApp là, ton machin, ton truc, à la fin, tu commences à rédiger, puis tu t'arrêtes pour répondre à ton WhatsApp,
Et puis donc tu réponds au WhatsApp, tu reviens à ton rapport, tu sais plus où t'en es. Donc tu repères 10 minutes à relire ton paragraphe, puis après tu retournes à ton WhatsApp, puis après tu vas à tes mails, et à la fin de la journée, tu as tout fait en morceaux, mais tu n'as rien fait bien. Voilà. Ouais. Je pense que des fois, il faut accepter de se déconnecter, de fermer, non mais déconnecter à la fois des outils digitaux et de fermer sa porte et de faire la tâche. On rigolait juste avant que ça démarre, mais j'ai fermé mes mails parce que sinon, pendant qu'on parle là, j'aurai des mails qui me sautent à la tête pendant toute l'interview. Et forcément, je vais commencer à regarder à demi-mot, machin. C'est pas bon. Je pense que c'est important. Ouais. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire pour moi. Après, voilà. Ouais. On passe sur la partie management. Gestion de conflits, gestion de problèmes. Si tu as un problème avec un collaborateur ou avec quelqu'un qui est pas forcément quelqu'un avec qui tu travailles, mais qui fait sauter quelque chose, est-ce que tu appliques une méthode particulière pour résoudre ce problème, pour résoudre les conflits? Voilà. Encore une fois, je pense que c'est quand même beaucoup de cas par cas. Je pense que peut-être le point commun entre tous, c'est d'essayer de comprendre où est la source du conflit. Et encore une fois, par expérience, en tout cas dans ce que je fais moi, 80% des conflits viennent de miscommunication, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise compréhension de quelque chose qui peut venir de l'un, de l'autre, etc. Mais je pense que il est aussi parfois soi-même, encore une fois, non mais tu rigoles, mais en tant que manager, je pense qu'il est hyper important aussi d'arriver à se remettre en question par rapport à ça. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir l'impression d'avoir été hyper clair, d'avoir demandé quelque chose de manière très claire, mais en fait, si la personne en face l'a perçu différemment, tu peux pas dire c'est juste qu'elle est nulle et qu'elle est bête, quoi. Il faut que tu comprennes pourquoi elle l'a perçu comme ça. Et donc, arriver aussi alors, bon, d'accord, dans 2% des cas, c'est pas possible et tu as affaire à quelqu'un, voilà. Bon, ça arrive, hein, les gens butés qui veulent pas t'écouter et qui comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Mais n'empêche que dans beaucoup de situations, la source du conflit vient d'une mauvaise compréhension, en fait, de quelque chose. Ça peut être un regard que tu as fait qui n'était pas le regard attendu et que les gens ils ont l'impression que tu les détestes ou que tu les méprises, alors que si ça se trouve, toi, c'est parce que tu es en train de penser à un truc perso à côté et en fait, d'un coup, tu as lancé un regard, tu vois, par rapport à ça et voilà. Ça peut être… non, mais c'est vrai, ça peut être une attitude verbale, ça peut être… Alors ça, moi, en plus, avec l'international, t'imagines pas, parce que tu fais des trucs, des fois, qui sont normales dans un pays, dans un autre pays, tu passes pour le pire des goujats si tu fais ça… ou inversement, à Singapour, si je donne pas des règles hyper directives, vraiment je suis hyper directive avec les Singapouriens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc c'est vraiment, la personne que j'ai là-bas en fraude s'appelle Noël, c'est ma collaboratrice proche, je vais dire Noël, tu commences par ça, à telle heure tu me fais ça, non. Mais je fais ça en France, mais j'ai la révolution. Je te parle pas au Maroc. Non, mais voilà, donc, je pense que le conflit peut venir de là. C'est-à-dire que moi, je peux ne pas faire attention à un moment et demander de la même manière à quelqu'un à Singapour ce que je demande à quelqu'un en France. Et donc, du coup, ceux en France vont se bloquer. Voilà, se bloquer. Après, voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Je pense que chaque situation a son… Enfin, je pense que chaque situation doit vraiment être abordée de manière indépendante. Et voilà, et parfois des situations conflictuelles peuvent amener aussi à prendre des décisions, de se dire il faut mieux qu'on arrête de travailler ensemble. Enfin, je pense que c'est sain aussi si on peut. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as des gens par rapport à l'esprit de collectif de l'entreprise ou du groupe ou si c'est ton assistant personnel, il faut que ça fitte, sinon ça marche pas. Enfin, tu vois, et il n'y a rien de négatif à dire ça, c'est juste que parfois le conflit peut juste venir d'un misfit. Hein. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut mieux se quitter bons amis et valoriser la personne en lui proposant autre chose dans l'entreprise. Enfin, il y a en général plein de choses qui sont possibles. Toi, tu as l'art de t'ennuyer, ça c'est une bonne chose parce que ça te permet de rebondir et de passer à l'action sur des nouvelles idées, de les mener à bien et de te dire mon objectif. En fait, en vrai, si j'y réfléchis bien, en fait, ton objectif c'est de t'ennuyer. Parce que à partir du moment où tu arriveras à t'ennuyer, c'est que tu auras bien terminé une première tâche et il va falloir que tu passes à la suivante. Voilà.
Ok, est-ce que tu as dans ta vie professionnelle une anecdote croustillante à propos de chance, d'organisation personnelle, de conflits, de gestion de conflits, de situations cocasses à partager? Ah, bon, si, allez, une anecdote un peu ridicule. Mais vraiment ridicule, hein. Quand je faisais, j'ai été un moment quand c'était la mode du Made in France. Donc, c'était sous Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque. Je faisais partie de la mission Marque France. Donc, je faisais une grosse étude pour la Direction générale des entreprises sur la perception du Made in France pour les Français, etc. Par les Français et les internationaux. Et donc, on a eu une fois cette réunion, on avait une réunion au niveau de Bercy et j'étais assise dans la salle d'attente, dans le couloir plus précisément. Et j'étais en train de lire une thèse d'un étudiant qui était particulièrement nul pour être. Je me dirais pas que c'était, mais elle n'était pas terrible cette thèse. Et donc j'étais plongée dans mon truc et à un moment, il y a quelqu'un qui arrive, qui me dit bonjour, j'ai la tête, je dis bonjour, mais tu vois, sans voilà, je me replonge dans mon truc et en fait, 2 secondes après, je réalise, enfin, quoi que j'aime, je me dis, ah non, c'était Arnaud Montebourg en fait. Et en fait, j'ai complètement ignoré le ministre qui du coup est rentré dans son bureau probablement en se demandant qui était cette énergumène assise devant son bureau qui l'ignorait parfaitement. Mais sur le coup, j'étais perdue dans mes pensées. Voilà. Ça, c'était un truc rigolo. Ça m'arrive très souvent. Je fais pas attention des fois. Je suis pas très people, machin et tout, mais par contre, je suis souvent au contact, à travers mes activités, etc. Je me retrouve souvent dans des situations où il y a des gens assez connus. Et en fait, je fais pas forcément attention, tu vois. Parce que je suis vraiment pas dans cette façon d'être et de faire. Et donc, du coup, il y a plusieurs fois, je me suis retrouvée dans la situation où, voilà, quoi, je sais même pas que j'étais assise avec quelqu'un de connu, quoi. Et après, on m'explique. Ouais. Mais tu sais que c'est celui qui a gagné la Coupe du Monde de football. Ah bah non, je savais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas reconnu, j'ai pas fait attention, il est pas habillé pareil, donc voilà. Ouais. Voilà, ça c'est marrant. Le coup du ministre, j'avoue, c'était même un peu gênant. Après, j'étais un peu gênée. Mais bon, c'était marrant. Sur le coup, c'est rigolo. Je pense que, surtout connaissant lui, tu vois, je pense que c'était la seule personne qui l'ait ignoré de tout. Voilà. Très très forte. Alors, quelle est ta plus belle réussite? On va terminer cette interview par ça. Ta plus belle réussite ou ta plus belle satisfaction humaine? Bah, moi, c'est assez facile hein, dans mon quotidien parce que je forme des humains. Enfin, l'éducation, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire que chaque étudiant qui diplôme, c'est presque une belle réussite humaine. Après, je pense que la plus belle réussite que j'ai eue, c'est un participant. Donc, ce qu'on appelle les participants, ce sont les étudiants qui sont adultes en formation professionnelle, qui a suivi donc un des cursus que je dirige, qui était vraiment alors, il est assez âgé, hein, enfin, qui était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout diplômé au départ. Donc, vraiment, on avait accepté à l'ESSEC à travers les VAE, enfin une VAE, mais qui avait vraiment, je ne me souviens plus ce qu'il avait au départ, mais c'était genre un BTS, tu vois, enfin, c'était vraiment pas un niveau très élevé. Et qui s'était construit dans le monde professionnel à la force du poignet. Et donc, il était venu à l'ESSEC faire cette formation pour avoir un diplôme et pour entériner ce qu'il avait fait. Et qui s'est retrouvé à la fin de sa scolarité, il devait faire une thèse. Enfin, ils doivent tous faire une thèse, pas que lui, mais ils doivent tous rédiger une thèse. Ce qui était un obstacle insurmontable pour lui. D'un point de vue psychologique, il n'avait jamais rien rédigé de toute sa vie. Et en fait, donc il m'a demandé si je pouvais l'accompagner en thèse, sachant que j'y consacrerais probablement plus de temps qu'un prof lambda, voilà, qui sait qu'il est payé tant et qui consacrera pas plus de temps que ce pourquoi il est payé. Donc du coup, j'avais accepté de l'accompagner. Ça a été long. Ça a duré 1 an, hein, ce qui est une durée tout à fait logique, mais bon. Et en fait, il a fait un travail exceptionnel. Donc, il est parti de zéro et je me souviens des premières choses qui me rendaient, tu vois, qui étaient vraiment, mais pas terribles, on va dire. Il ne faut jamais dire que c'est pas bon, hein, c'était pas terrible. Et il a soutenu sa thèse donc 1 an après, et le jury lui a mis 20. Et ça, ouais, c'est une des meilleures thèses que j'ai lues. C'est pas la seule, on a déjà mis un autre 20. Mais là, tu vois, c'est la plus belle satisfaction humaine que j'ai eue, c'est d'arriver à emmener quelqu'un de vraiment, voilà, qui n'a pas grand-chose, à faire quelque chose d'absolument génial. Sa famille était fière, il avait assisté à la soutenance de thèse, ses enfants étaient là, tu vois. Et ça a vraiment été quelque chose de très, très gratifiant pour moi, de me dire que, oui, j'avais fait évoluer cette personne.
Je pense que c'est peut-être le plus bel exemple que j'ai. Après, tous les étudiants, ils grandissent et ils évoluent, mais lui, il avait vraiment, tu vois, c'était vraiment un pari quand on l'a pris à l'ESSEC. Parce que bon, enfin, le premier cours qu'ils ont quand même, c'est de la microéconomie, quoi. Donc, je veux dire, faut s'accrocher. C'est en anglais, je précise, de la microéconomie en anglais. Donc voilà, c'était un peu un pari. J'étais pas sûre trop de mon coup, mais bon, je prends toujours comme ça un pari ou deux par an. Je peux pas avoir une classe de Paris, mais je peux en prendre un ou deux. Et là, ça avait vraiment été une super expérience. Et une leçon d'humilité aussi, parce que tu vois, nous quelque part, ça a été facile pour nous. Enfin, on a suivi des études, on a fait, enfin, je sais plus si tu avais fait une classe préparatoire, mais je suppose que oui, bah oui, on a eu notre bac, on avait nos parents avec nous, on a fait une classe prépa, on a fait une belle école. Bon, voilà, enfin, c'est entre guillemets, je dis pas qu'on n'a pas beaucoup travaillé, on a beaucoup bossé pour faire ce qu'on fait, mais c'était assez linéaire. Enfin, tu vois, c'est pas. Et là, enfin, je te dis, enfin, ouais, quelqu'un qui arrive à faire ça en partant au départ de rien, bah, je sais pas si moi j'aurais été capable, tu vois. Voilà. Et bah écoute, super. Je te remercie pour cette interview. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Je vois que c'est des sujets qui te plaisent vraiment aussi et je sais pas combien de temps ça a duré, mais je suis ravi de tous ces éléments de réponse que tu nous donnes, que tu partages. Ça permet de donner un éclairage un peu différent de tout ce que je peux apporter sur le blog et je t'en suis vraiment reconnaissant. Bah, merci à toi.